bienvenue à cette session. Cette session s'intitule Les data scientists sont partis, comment déployer leur travail, ou leurs travaux, un petit peu à voir si on fait un ou plusieurs. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un MVP belge, donc c'est pour ça que j'ai un accent d'après certaines personnes. Je travaille comme data architecte ou comme head of data architecture et tout ça. Donc, je travaille en fait pour une société finale, donc je ne suis pas consultant, donc j'essaye pas de vous vendre un truc parce que ça m'arrange et après je vais essayer de rentrer d'une autre façon dans votre société. Non, c'est pas le cas du tout. Je vous explique ça parce que j'y crois réellement, parce que c'est quelque chose que j'ai expérimenté et c'est parce que c'est quelque chose qui fonctionne et qui devrait être visible dans plus d'entreprises. Donc, un petit peu mon background, je ne suis pas un spécialiste du tout en machine learning ni en data science. C'est absolument pas mon domaine. Il ne faut pas me prendre pour un imbécile non plus dans ces choses-là, mais c'est vraiment pas mon domaine d'expérience. Moi, c'est vraiment la data sur laquelle je suis centré, mais c'est surtout sur tout ce qui est agilité en data et qualité, parce que pour moi les deux vont ensemble, et pour avoir de l'agilité et de la qualité, il faut généralement automatiser un maximum de choses. Donc, si vous voulez aller voir un ensemble de mes travaux, il y a pas mal de choses qui sont sur le GitHub à mon nom, donc Cédric, S-E-D-D-R-I-C-K. N'hésitez pas à aller voir. Il y a aussi un framework de test pour la BI, ça peut toujours être intéressant, ou pour tout ce qui est data quality, vous pouvez faire avec ça, et donc c'est aussi intéressant. Mais si on en revient à notre sujet principal aujourd'hui, il y a quelques petites vannes sur les data scientists, il ne faut pas s'en faire. J'ai aussi des copains qui sont data scientists, hein, donc aucun d'eux n'a été blessé. Et c'est basé sur une histoire vraie, c'est basé sur un ensemble de choses que j'ai vues ou que j'ai entendues à travers les différents contacts qu'on a. Donc c'est généralement ce qui se passe quand il y a des data scientists. Alors comment tout ça commence ? Ça commence généralement avec un directeur qui commence à paniquer. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un graphique qui n'est pas bon, il y a des KPI qui ne sont pas bons. Et donc, la première chose, c'est vite, trouvez-moi un data scientist. Alors, généralement, même si vous travaillez dans la direction informatique, vous n'êtes pas encore à ce moment-là au courant qu'il y a des data scientists. Et donc, ils vont arriver et vous allez vous en rendre compte parce que directement, ils vont arriver avec des demandes. Et un petit peu, c'est toujours le même modèle. Quand vous travaillez avec des data scientists, c'est toujours de la même façon qu'ils viennent près de vous. Et donc, ils viennent en vous disant « on ne sait pas taper des équations et des formules sur des tableaux blancs. C'est très impressionnant. Ça fait vraiment beaucoup de... très scientifique, très maîtrisé, et tout ça. Et puis, ils commencent à vous demander des jeux de données. Alors, un truc qui est toujours marrant avec les data scientists, c'est qu'ils se plaignent toujours de la data quality, mais bon, c'est pas grave. Ils se plaignent que c'est pas les données qu'ils voudraient aussi. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils expérimentent à partir des formules qui sont sur leur tableau blanc et tout ça, et ça expérimente. Puis, il y a un truc qu'ils font très bien, c'est qu'ils font des slides. Généralement, ils sont très forts pour ça, et ils font un ensemble de roadshows. Et donc, tout le monde est très impressionné par leur travail. Et qu'est-ce qui se passe ? Simplement, les étapes suivantes, c'est quoi ? Ils recommencent plusieurs fois. Donc, ils sont en train de recommencer, ils vous redemandent d'autres data, ils se plaignent toujours de la qualité, et ils refont un super slideshow et tout ça. Et puis, ce qui se passe, c'est que ça commence à faire 3-4 fois qu'ils font la même chose, et puis du jour au lendemain, ils s'enfuient, ils vous envoient un petit mail parce que vous étiez leur point de contact et qu'on leur a dit « Oui, tu peux envoyer tout ça vers Cédric, il n'y a pas de souci. » Voilà, hop, donc vous recevez un petit mail avec un fichier zip, ça c'est dans le meilleur des cas, et la mention « Tout est là-dedans, tout ce que tu as besoin pour déployer se trouve là-dedans et il n'y a plus rien à faire. Merci, salut, voilà mon adresse de contact, j'éviterai de te répondre si tu as des questions trop précises. » Et donc, comme le data scientist a bien fait son travail, qu'il a bien fait son roadshow aussi et tout ça, le directeur est persuadé que tout ça va faire remonter directement le KPI et donc vous héritez, vous, du truc, déployé en production et ça le plus vite possible. Pourquoi ce n'est pas encore déployé en production est généralement la question qui s'accompagne. Alors, ça pose généralement un très gros problème. Parce que quand vous allez vous faire le fichier zip, vous avez trouvé quoi ? Vous avez trouvé des tas de choses très intéressantes ou pas. Vous avez trouvé généralement les données que vous lui aviez envoyées. Donc, avoir des data scientists, c'est aussi un moyen de faire un backup, en fait. Ils vous renvoient généralement les données que vous leur envoyez. Il y a aussi du code. Alors, il y a 3 fois un fichier de code qui s'appelle « à tourner avant tous les autres ». Quand vous ouvrez les fichiers de code, il y a la moitié du code qui est commenté. Non pas avec des commentaires, c'est juste qu'on a commenté certaines lignes de code. Alors, vous demandez si ça a été fait exprès, pourquoi on a commenté ces lignes-là et tout ça. Il y a 12 fois des méthodes qui s'appellent experiment ou train, et des choses comme ça. Donc, c'est assez difficile de savoir exactement ce qui a été vraiment utilisé ou pas utilisé. Ça, c'est vraiment donc très difficile de dire on va passer ça en production parce que généralement, tout ça n'est pas automatisé. Tout ça est un travail vraiment qui a été fait pour retourner une fois sur le serveur, le PC généralement de la personne, mais pas pour être exécuté toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes, pour faire du training automatique et des choses comme ça.
Donc, il y a une très mauvaise excuse et surtout ne sortez pas à votre directeur. Non, c'est pas aligné avec nos standards. Premièrement, parce qu'ils s'en foutent complètement de vos standards, donc ça ne va pas vous avancer plus loin. Et puis que de toute façon, à partir du moment où vous touchez au monde du machine learning, de la data science et tout ça, vous allez trouver sur des standards qui évoluent de jour en jour. C'est-à-dire que vous allez trouver, les data scientists ne sont pas d'accord entre eux, s'ils veulent faire du Python, du R, du Julia. Ils ne sont pas d'accord non plus s'il faut faire du TensorFlow ou autre chose. Donc, tous ont leurs propres standards. La deuxième chose, c'est que probablement, vous n'avez pas de standard pour tout ce qui est machine learning et tout ça, si vous êtes une société à peu près dans la moyenne. Ces standards-là n'ont pas été écrits et de toute façon, comme je viens de le dire, ils vont évoluer trop vite. Donc, ne vous braquez pas là-dessus, ne vous braquez pas sur des standards, sinon vous allez aussi entrer en conflit avec tous les gens qui font du C# et tout ça et qui vont vous dire qu'ils ont une librairie en C# qui fait la même chose. Hein. Alors ça, c'est vraiment pas la bonne idée. Et il faut mieux avoir une approche en disant, OK, là, il y a du code, le code fait le job, mais c'est jamais qu'un prototype. Et si on déploie comme ça un prototype, ça peut poser des problèmes en production parce qu'on n'est pas capable justement de maintenir un niveau de qualité nécessaire pour être sûr que ça tourne chaque fois que ça va tourner, pour être sûr que ça ne provoque pas des effets de bord sur d'autres services et ce genre de choses. Donc, ne poussez pas le bouchon trop loin parce que sinon ça nuit un peu à votre crédibilité, mais c'est une approche comme ça qu'il vaut mieux avoir. Et donc, un grand principe, c'est de dire on peut reprendre ce code, mais on doit essayer de l'opérationnaliser. Alors, est-ce que c'est vraiment une catastrophe et est-ce que les data scientists font mal leur travail s'ils le font comme je viens de le décrire? Eh bien non, pas vraiment, d'après moi. Parce qu'on a déjà tous vu ce diagramme de Venn très intéressant en disant que la data science, c'est le centre du monde, ou en tout cas le centre du diagramme de Venn, et qu'il leur faut bien sûr de l'expérience en maths et en stats, on n'en doute pas. Il faut une expérience aussi envers le domaine business, ok, sûrement, et qu'il faut aussi des hacking skills. Alors les hacking skills, tout le monde comprend ça comme il faut savoir développer. Mais c'est pas ça que ça veut dire. Et donc, c'est ça qui est important. C'est le mot hacking skills, parce que hacking, ça ne se traduit pas par développer. Hacking, c'est vraiment hacker, c'est vraiment aller chercher différentes parties, pousser ça à la limite, mais pas nécessairement avoir une approche qui soit soutenable sur le long terme ou sur le moyen terme. Et donc, le travail d'un data scientist n'est justement pas de vous faire quelque chose qui va tourner tout le temps, de vous faire quelque chose où il y aura du logging, où vous serez capable justement de pouvoir diagnostiquer quand quelque chose ne va pas, qui va être capable de se pousser automatiquement en production, du CI/CD, donc du Continuous Integration, Continuous Development. Ce n'est pas le travail d'un data scientist. Un petit peu comme le travail d'un DBA n'est pas de savoir coder en C#. Eh bien, le data scientist, ce qu'il va vous faire, c'est un algorithme. C'est en machine learning, il va choisir un ensemble de modèles et ce genre de choses. Il va orienter les modèles, mais il ne va pas vous intégrer le tout. Et ça, c'est un job qui n'existe pas en fait aujourd'hui, et donc qui va probablement, si vous êtes dans l'équipe data ou quelque chose comme ça, arriver dans vos mains à un moment donné. Ne vous plaignez pas des data scientists, comme je viens de leur dire, c'est pas vraiment leur job de faire ça, et vous pouvez le prendre en main. C'est pas si compliqué. Mais il n'y a pas énormément de documentation à ce sujet. Donc, ça porte un terme générique, ça s'appelle MLOps, donc Machine Learning Ops, un peu comme DevOps ou DataOps. Et donc, ça prend un petit peu d'ampleur et il y a de plus en plus de sites qui traitent un peu de ce sujet. Alors, d'abord, vous devez vraiment considérer tout ce qui est développement de machine learning comme des développements standards, donc comme du développement C# ou comme du développement SQL et ce genre de choses. Si vous n'arrivez pas avec le même type de standard, vous aurez un très très gros problème à maintenir ça. Et qu'est-ce que ça veut dire un standard aujourd'hui en 2020? Ça veut dire simplement qu'il vous faut du source control. Alors, c'est super important. Je sais que les data scientists, par défaut, sont pas trop source control. Ils sont plutôt zip et backup et ce genre de choses. Mais voilà, il faut essayer d'introduire ça petit à petit. Et surtout, si vous héritez de leur code, eh ben, commencez dès le début à le mettre dans un source control. Et si eux veulent retravailler dessus, forcez-les à aller dans ce source control. Alors, le deuxième point, c'est la lisibilité et le refactoring du code. Comme j'ai dit, un data scientist, c'est un hacker. C'est vite fait, bien fait. Il vous faut, vous, une certaine refactorisation pour être sûr de comprendre l'ensemble des choses, que ce soit maintenable sur le long terme et tout ça. Faites-le également. Il faut des tests automatisés. Alors ça, c'est une pratique, si vous êtes du monde data, qui est très, très faible chez nous. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Il y avait même une session ce matin. Je trouve ça super qu'il y avait une session ce matin sur les tests automatisés. Et c'est vraiment important parce que c'est comme ça que vous allez gagner en agilité.
Après, un truc qui dépasse complètement les data scientists, c'est une architecture composite et faiblement couplée. Généralement, ce que ça fait un algorithme de machine learning, ça prend des données en input, ça s'entraîne avec, et puis ça reçoit quelques paramètres pour chaque exécution. Et tout ça est généralement fortement couplé avec des couplages directement sur les bases de données ou ce genre de choses. Et il y a une architecture qui permet de vous découpler de ce genre de choses. Vraiment avoir des choses qui sont différentes, aussi bien partie training qu'exécution, mais aussi en façon dont vous accédez aux données, dont vous recevez les données et l'ensemble de best practices. Alors, mettez en place un build automatisé. On va voir comment faire ça avec du machine learning durant cette session, mais aussi du déploiement continu. C'est super important en machine learning. J'expliquerai un petit peu plus loin pourquoi il y a la grosse différence entre du MLOps et du DevOps. C'est vraiment cette partie de déploiement continu, c'est cette partie de retraining et tout ça. Alors, déploiement continu, ça veut bien sûr dire qu'on déploie en production. Sinon, ce n'est pas du déploiement continu. Si vous déployez en dev, ça n'a aucun intérêt. Alors, un point où ça commence à devenir plus difficile, et là, il faut généralement aller vers des composants Azure, par exemple, c'est une architecture qui soit nativement scalable, donc que vous pouvez nativement étendre facilement, que vous n'avez pas besoin de reconfigurer l'ensemble de votre solution pour utiliser plus qu'un serveur et ce genre de choses. Donc là, généralement, c'est une meilleure architecture, et du provisionnement automatique de hardware. Les deux derniers vont un petit peu ensemble. Et ça demande généralement d'utiliser des solutions cloud, même si vous voulez private cloud pour ce genre de choses. Mais c'est vraiment important en ML parce que c'est très, très compliqué au niveau du ML. Quand vous faites une phase de training, c'est une phase qui est généralement très intensive au niveau des ressources CPU ou des ressources RAM ou même GPU. Mais ça dure pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et puis après, vous ne faites peut-être plus pendant 1 mois. Et tout ça provoque des grosses variations de charge et tout ça. Donc, c'est naturellement, c'est mieux que ce soit scalable et que ce soit lié à un provisionnement automatique de hardware. Comme ça, vous pouvez le relâcher quand vous en avez plus besoin. Donc, on a parlé d'une chose importante, c'est opérationnaliser le code qu'on a reçu depuis les data scientists. Et si vous pensez qu'opérationnaliser, ça veut dire recommencer complètement le projet, vous êtes mais complètement à côté de la plaque. N'essayez surtout pas de faire ça. Parce que la première chose que vous allez faire, c'est remettre en cause l'ensemble des choix que le data scientist a fait, que ce soit au niveau de son algorithme de machine learning ou de sa présentation, n'importe quoi. Vous allez remettre ça en cause. Or, c'est justement ce que les gens ont indirectement validé précédemment en disant oui, ça donne des résultats qui améliorent nos chiffres et tout ça. Donc, surtout, ne faites pas ça. Changer de technologie, en soi, c'est pas opérationnalisé. Et tout le monde s'en fout que ce soit écrit en R ou en Python ou en Julia. Donc, surtout, n'essayez pas non plus ce genre de choses. Bien sûr, à un certain moment, il va falloir quand même essayer de converger. Si ça a été écrit dans un langage qui est tout à fait spécial, essayez quand même de changer ça dès le début. Mais gardez une certaine flexibilité là-dessus. Un ensemble de personnes pensent aussi que opérationnaliser veut juste dire corriger des bugs. Alors surtout, ne faites pas ça. Essayez vraiment de séparer la phase d'opérationnalisation du code de la phase de correction des bugs. Parce que dès que vous allez corriger un bug, ça va bien entendu changer un certain nombre de résultats et ce genre de choses. Et donc, vous allez avoir des gros problèmes parce que ça ne donnera plus les résultats d'avant. Donc, séparez vraiment ces deux phases. N'oubliez pas que généralement, les résultats du code dont vous avez hérité ont été validés par des gens avant. Et donc, dès que vous avez un petit changement, ça fait paniquer tout le monde. Opérationnaliser, ça ne veut pas non plus dire ajouter une pointe de logging et de sécurité. Ça, c'est ce que vous devez bien expliquer. Il y a toute la phase de refactorisation qui a le but d'avoir le même code, mais écrit autrement pour en assurer la maintenabilité et ce genre de choses, et aussi tout le pipeline qu'on va voir par la suite. Ça ne veut pas non plus dire écrire un guide de troubleshooting. Le but, c'est pas de faire du troubleshooting. Le but, c'est d'empêcher qu'il y ait des problèmes. Donc, le but, c'est vraiment d'agir en amont du troubleshooting. Donc, vraiment, qu'est-ce que ça veut dire? C'est reprendre le contrôle de la bête que vous avez reçue. Vous cheminez vers la qualité souhaitée. Donc, la qualité, c'est le slide précédent, c'est l'ensemble de ces 8 points. Donc, c'est ces meilleures pratiques, mais c'est aussi quelque chose qui soit fonctionnel et qui donne le résultat voulu. Ça reste aussi important. Ce chemin de l'opérationnalisation, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, la première chose, comme je l'ai dit, c'est prendre possession du code et le refactoriser. Et pour ça, rien du tout. La deuxième partie, c'est créer tout l'environnement. On va voir qu'il y a un ensemble de tâches vraiment qui sont enchaînables au niveau du machine learning. Donc, il y a les phases de training, de déploiement et tout ça. Il faut arriver à les faire quelque part, toutes ces tâches. Il faut arriver à utiliser un maximum de ressources. J'ai parlé tout à l'heure de hardware, de provisionnement d'hardware et ce genre de choses. Donc, tout ça, il y a aussi une phase à
réagissez de ce côté-là. Et la troisième phase, c'est d'automatiser le tout. Faire ensemble que tout s'enchaîne, que tout fonctionne correctement, que vous ayez bien tous les bons triggers et tout ça. On va aller voir par la suite. Et tout ça, vous pouvez aussi y arriver avec quels outils? Eh bien, les outils pour reprendre possession du code, c'est avant tout Visual Code. Donc ça, on va y arriver tout de suite. On utilisera tout ce qui est Machine Learning Services pour tout ce qui est la création de l'environnement, faire du training, faire de l'exécution, monitorer tout ça. Et pour automatiser tout ça, on va utiliser un petit peu d'Azure DevOps. Donc, il y a moyen de faire ça, bien sûr, avec d'autres outils. Si vous voulez utiliser tout ce qui est Amazon, il y a d'autres outils qui font ça. Mais en tout cas, ça, c'est toute la plateforme Microsoft. Et généralement, si vous êtes ici, c'est que vous êtes intéressé par la plateforme Microsoft. On va commencer par Visual Studio Code. Alors, Visual Studio Code, qu'est-ce qu'il nous fait? Eh bien, Visual Studio Code, c'est vraiment un outil qui va nous permettre de refactoriser le code qui va nous être donné généralement par les data scientists. Alors, si vous avez des data scientists, généralement, ils écrivent dans des notebooks. Alors, c'est quoi qu'un notebook pour les personnes qui ne savent pas? Eh bien, ce sont des pages de code, c'est vraiment des pages où vous pouvez mélanger à la fois du Markdown, donc du Markdown c'est une espèce de HTML mais un peu plus simplifié et un peu plus puissant à la fois, donc c'est très bien en fait le Markdown. Ça vous permet vraiment de mettre en forme du code de façon très très simple. Vous pouvez mélanger ça avec des images et avec du code, et vous pouvez décider d'exécuter certaines parties du code. Le gros avantage, c'est que ce document, il est lisible par un humain, puisque vous pouvez mettre du texte, mais il est aussi exécutable par un ordinateur. C'est-à-dire que l'ordinateur, il va s'en foutre de tout ce qui est texte, il va vraiment se focaliser sur les parties à exécuter. Alors, si tout va bien, je peux directement aller, hop, c'était pas ça, hop, ici. Donc, voilà, ici, ce que je vous présente, c'est en effet un Jupyter Notebook. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ici, vous avez le code. Alors, ce code a déjà été exécuté une fois, parce que j'ai vérifié que tout fonctionnait. Donc, si je veux le réexécuter, hop, on voit que tout s'enchaîne. Donc, ici, c'est une cellule. Si je veux l'exécuter, il suffit d'appuyer sur Shift-Enter, et hop, voilà le résultat. Ici, j'ai une autre cellule, si je l'exécute aussi. Hop, on voit que ça vient de clignoter, parce qu'il m'a donné ici un nouveau résultat. Alors, si je change, que je demande la fin, OK, hop, ça me donne d'autres chiffres ici. Donc, on est exactement dans la même logique. Donc, c'est super chouette pour un data scientist, parce que c'est un environnement de développement assez simplifié, assez simple, mais assez puissant à la fois. Et il y a un autre point qui est très, très chouette, c'est que, en fait, ça maintient un ensemble de variables. Alors, je vais expliquer comment ça fonctionne pour faire ça. Vous avez un kernel, en fait. Un kernel, c'est vraiment la partie où vous allez faire tous vos calculs. Alors, ces kernels, ici, dans celui que j'ai montré, il était en Python, mais vous pouvez aussi avoir des kernels qui sont en R, en C# ou en Julia, si vous voulez aussi. Ce kernel, c'est vraiment quelque chose qui maintient l'état des variables. C'est-à-dire que, vous l'avez vu dans l'exemple que j'ai donné, et je le remontrerai par la suite, de toute façon, quand j'exécute une cellule, eh ben, il me donne des résultats, mais il maintient également l'état. C'est-à-dire que si je veux continuer à exécuter ces variables qui ont été chargées et tout ça, je peux le faire aussi par la suite. Donc, je ne suis pas obligé de relire et de recommencer à chaque fois mon code depuis zéro. Non, à chaque étape, il maintient l'état des variables et je peux réutiliser ces variables dans les étapes suivantes. Un gros avantage aussi, c'est que le client qui était ici d'ailleurs à une page web et le kernel peuvent être sur deux serveurs différents. Et donc, vous avez vraiment cette possibilité déjà naturellement de faire du scaling. Donc, comment est-ce qu'on fait pour utiliser Visual Studio Code et commencer à faire un ensemble de choses vachement intéressantes avec lui? Donc, simplement, Visual Studio Code, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est cet outil-ci. Alors, cet outil est disponible gratuitement. Je crois quand même qu'il est open source entièrement, Visual Studio Code. Et donc, c'est une vision un peu light, mais j'aime pas le mot light, c'est plutôt une autre approche que Visual Studio pour développer dans un ensemble de langage assez grand. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est voir, ici, typiquement, ça c'est le genre de choses que vous pouvez recevoir d'un data scientist. Donc, vous avez un ensemble de fichiers et vous voyez qu'il y en a un qui est intéressant, qui est le fichier IPNIP, qui est ici. Alors, le fichier IPNIP, c'est quoi? Ça veut dire, quelque part là-dedans, il y a Py, donc ça veut dire Python, Python Notebook à la fin, donc c'est IPython Notebook en fait, que ça veut dire. Et donc ça c'est un fichier typiquement, quand vous avez un notebook, vous pouvez l'exporter et ça va vous donner un IPNIP. Alors maintenant ce que je vais faire, ça va être un petit peu compliqué avec un seul écran. Je vais faire ça.
hop, je vais prendre mon fichier PNIP, hop, je l'ouvre ici. Alors, vous avez vu qu'il a tilté et qu'au début, ça s'est ouvert comme un fichier JSON. Alors, comme vous n'avez peut-être rien vu, je vais aussi le faire comme ça. Edit with Notepad. Donc ça, c'est le contenu de votre fichier IPNIP. Alors, qu'est-ce que vous retrouvez dans ce fichier IPNIP? Vous retrouvez un ensemble de choses assez intéressantes, hein, comme le nombre de cellules, le nombre d'exécutions, ou ce genre de choses. Vous retrouvez ici tout à fait la source. Donc là, vous avez vraiment le code source qui vous permet de comprendre exactement quel est le code qui va être exécuté. Et vous avez une deuxième partie où vous avez les résultats. Donc faites très attention si vous allez dans du source control avec des fichiers IPNIP, ça stocke également le résultat dans le fichier IPNIP. Donc si vous avez des trucs un petit peu sensibles, faites quand même attention avec ce que vous faites avec vos fichiers IPNIP au niveau du source control. Cédric, excuse-moi de t'interrompre. Il y a le petit carré en bas à droite, si tu pouvais juste le réduire. Oui, bien sûr, pas de souci. Merci. Voilà. Donc, maintenant que mon fichier a été chargé, on voit que Visual Code me permet de le charger. Hein, donc, il a interprété mon fichier JSON et va me montrer ici un ensemble de cellules que je peux aussi exécuter. Donc, je suis dans Visual Studio et je peux exécuter exactement de la même façon. Ça me donnera les mêmes résultats que si je l'avais fait dans mon fichier Notebook, donc, ou si je l'avais fait à travers mon interface de Notebook. Donc, on peut déjà retravailler un petit peu ici, mais généralement, ce n'est pas vraiment ce qu'on fait. On appuie plutôt sur le bouton magique ici, qui va me convertir ça dans un script en Python. Et donc là, je vais me retrouver toujours dans Visual Code, et je me retrouve non plus avec un fichier PNIP, mais un fichier Py. Et ce fichier Py, je peux tout à fait l'utiliser dans n'importe quel éditeur. Donc, c'est très pratique parce que si j'ai un ami qui n'aime pas utiliser Visual Code, je peux lui envoyer le code, il est tout à fait exploitable de la même façon. Mais on voit aussi qu'il a rajouté un ensemble de choses qui s'appelle par exemple RunCell, RunBelow, DebugCell. Donc, ça veut dire que je peux travailler exactement de la même façon dans mon fichier Py que je travaillerais dans un fichier Notebook. C'est-à-dire que je peux faire du cell by cell ici, je pourrais exécuter la cellule qui est ici, par exemple. Alors, je ne vais pas le faire parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne fonctionne pas quand on fait ça. C'est les paths qui ne sont pas les mêmes des deux côtés. Donc, normalement, j'ai un autre fichier ici. OK, hops, hops, non, raté, hops. Ah, ici. OK. Voilà. Et de toute façon, je n'ai pas le bon, donc ça va probablement pas marcher. Il va me dire qu'il ne va pas trouver mon fichier. Donc, si je fais le RunCell comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ça se lance dans une fonction interactive et ça fonctionne, si, en effet, ici. Et donc, j'ai ma table qui se met aussi ici. Alors, la grosse différence ici, c'est que bien sûr, je peux commencer à débugger. Donc, je peux aller sur du DebugCell. Hop, ça va me lancer. Il y a une erreur de connexion, mais normalement, ça fonctionne. Donc, ça va me lancer un ensemble de choses qui me permettront de débugger. Alors, c'est toujours la même chose aussi ici. Si je veux faire du code, je peux également le faire. Donc, si je fais fruits.tail pour avoir la fin, Shift Enter, hop. Voilà, ça s'exécute. Et donc, je peux commencer aussi ici à commencer à débugger ou à faire un petit peu de développement local. Alors, un truc qui est très pratique aussi, c'est la vision des variables. Donc là, il me dit, voilà, tu as une variable, Cédric, qui s'appelle fruits. Tu peux aller la voir, c'est donc un data frame. Donc, data frame, c'est typique du code avec Pandas. Et donc, ici, j'accède à ma data frame que je peux commencer à scroller et à dire, je voudrais filtrer, et ici, je ne voudrais avoir que les pommes. Voilà. Donc, ça, c'est un ensemble d'outils quand même assez pratique. Tout ça va me permettre vraiment de refactoriser et de commencer à vraiment reprendre le contrôle du code, puisque là, je suis vraiment dans un éditeur normal en Python et je peux commencer vraiment à sortir certaines parties, à créer des fonctions, à créer du code qui est réutilisable de la sorte. Alors, il y a d'autres avantages aussi à utiliser Python.
Donc, c'est ceux que j'ai déjà donnés. Il y a toujours ces run cell, run above, shift enter pour exécuter la cellule. Donc, ça fonctionne exactement comme un fichier notebook. Mais vous pouvez aussi l'exécuter à distance. Donc, c'est tout à fait possible de spécifier un Jupyter Server à distance. Et donc, vous faites l'édition, que ce soit dans votre fichier Py ou dans votre fichier HipNip. Vous le faites dans votre éditeur et vous tournez le code quand vous l'exécutez à distance. Ça vous permet vraiment de déplacer la charge vers une autre machine qui est peut-être plus puissante que celle que vous utilisez pour éditer du code. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la base pour pouvoir commencer à refactoriser le code, à sortir un ensemble de méthodes et à faire le tri entre ce qui est du code de plomberie pour aller chercher les données et ce qui est vraiment la partie machine learning. Une fois que vous avez fait ça, c'est pas terminé. Parce que là, ce que vous avez, c'est du code qui est bien mieux organisé. Vous n'oubliez pas, il est dans Source Control, Source Control qui est directement intégré aussi, si c'est Git, avec votre Visual Code. Mais vous n'avez toujours pas la possibilité vraiment de gérer toute la partie entraînement et tout ça d'un machine learning. Alors, ce qu'il faut vraiment bien comprendre dans le machine learning, ce sont les différentes étapes. J'ai parlé plusieurs fois d'entraînement, d'exécution. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise avec ce vocabulaire, si vous n'êtes pas à l'aise avec ce que fait exactement du machine learning, ça, c'est vraiment le slide pour comprendre ça le mieux possible. La première chose, c'est d'abord que vous avez un modèle. Ce modèle, il faut le builder. Alors, c'est du code, c'est du Python ici, mais ça pourrait être du Julia ou n'importe quoi. Il faut toujours arriver à builder l'ensemble. Alors, ce n'est pas juste le modèle que vous allez builder, c'est tout le code. Donc là, il y a une erreur dans mon slide. Ça ne va pas être build du modèle, mais c'est build du code. Et le code qui va vous permettre de générer un modèle. Un modèle que vous allez entraîner. Donc ça, c'est toute une phase au niveau du machine learning où vous allez passer généralement à 80% des données et où il va essayer d'apprendre, de trouver les patterns et de trouver la bonne paramétrisation pour avoir un modèle qui matche le plus possible avec les 20% qui restent. Ces 20% vont être utilisés pour évaluer votre modèle. Vous allez avoir un score, il va vous dire donc 97% ont donné le même résultat. Alors, est-ce que vous êtes content ou pas avec 97%? C'est ça votre boucle de rétroaction. C'est la boucle qui revient vers l'entraînement du modèle. Si vous êtes content, on s'arrête là. Si vous n'êtes pas content, 97% pour vous, c'est pas suffisant. Vous retournez et vous réentraînez le modèle avec une nouvelle paramétrisation ou avec des nouveaux hyperparamètres. Donc ça, c'est vraiment toute cette partie d'entraînement et d'évaluation du modèle. Une fois que vous avez trouvé un modèle qui vous convient, il va falloir le déployer. Donc là, on est dans la phase suivante, c'est vraiment déployer le modèle. Déployer le modèle, donc c'est-à-dire créer une image où vous allez vraiment pouvoir commencer à interroger ce modèle. Ce modèle, tout seul, il ne fonctionne pas, il devrait être alimenté. Vous allez poser des questions à votre modèle. Donc, généralement, lui envoyer une série de valeurs et peut-être faire le forecasting de la suivante ou ce genre de choses. Donc, il faut un modèle qui soit prêt à déployer. Alors, un modèle prêt à déployer, ce n'est pas un truc dans un langage bizarre, non. C'est simplement un espèce d'exécutable. Ce n'est pas un exécutable tout à fait puisque c'est un HTTP, c'est hosté généralement sur un endpoint pour avoir quelque chose qui soit plus scalable. Mais donc, vous avez ici à l'ensemble une image prête à être déployée, que ce soit sur Kubernetes ou sur d'autres choses. Après, vous avez l'exécution du modèle. Donc ça, chaque fois que vous allez l'appeler, ça peut être toutes les minutes, chaque fois que vous recevez une requête, ça dépend un petit peu de ce que fait votre modèle exactement. Il va y avoir une phase d'exécution du modèle et cette exécution, elle doit toujours être réévaluée par la suite. Donc si vous faites du forecasting, il va falloir vérifier que vos forecasting, une fois que vous aurez les vraies valeurs, elles sont bien bonnes et ce genre de choses. Si vous faites si vous proposez à votre utilisateur certains produits qui devraient peut-être également acheter, vous devez vérifier s'ils les achètent réellement, parce que s'ils les achètent pas, ça veut dire que votre modèle est pas bon, probablement. Donc il y a une évaluation continue du modèle, et quand le modèle descend en dessous d'un certain pourcentage, descend en dessous d'un certain score, il faut le réentraîner. C'est probablement qu'il y a quelque chose qui a changé. Donc ça, c'est la base. Je reviendrai plus tard parce qu'il y a d'autres variantes aussi. Il y a d'autres moments où il y a des éléments clés. Mais ça, c'est vraiment la base du modèle de machine learning. Donc aujourd'hui, ce qu'on vient de voir, c'est comment préparer tout le build du code et pas le build du modèle. Donc maintenant, vous avez quelque chose qui est prêt à être buildé. Maintenant, il va falloir passer aux étapes suivantes. Et pour ça, vous allez utiliser probablement la partie Machine Learning Services. Alors, Machine Learning Services, les idées principales du produit, c'est quoi? C'est vraiment la partie de se dire
la data science, aujourd'hui, c'est trop compliqué. Si vous voulez faire de la data science, si vous voulez commencer sur votre PC et que vous vous dites, moi, je ne vais pas utiliser tout ce qui est Azure, je vais faire que sur ma machine, c'est super compliqué. Pourquoi? Ben, parce que il y a toute cette partie software à installer et c'est une vraie plaie, une vraie calamité. Il y a énormément de software différents. Ils ne sont pas compatibles les uns avec les autres. Et donc, c'est vraiment la première grosse difficulté de faire du machine learning. Et Machine Learning Services vous met à disposition toutes ces librairies et tout ça, toutes ces machines qui sont ici, parce qu'il y a toute cette partie hardware aussi, hein, donc c'est la partie hardware à la demande qui a un des gros avantages. Tout ça est mis à disposition par Machine Learning Services. La facilité aussi de déployer tous vos modèles, d'enregistrer vos modèles, de ne pas faire d'erreur parce que vous avez effacé justement le modèle qui marchait bien et tout ça est mis en place par Machine Learning Services. Alors il y a deux choses en plus que Machine Learning Services fait pour vous, c'est tout ce qui est développement de machine learning sans code, hein, donc c'est développer sans coder et tout ça, il y a toute une tendance à travers le marché là-dessus. Ça, c'est pas ce qu'on va utiliser nous ici, c'est pas le but, puisque comme je l'ai dit avant, on a refactorisé du code et tout ça, c'est pas pour le jeter à la poubelle par la suite. Et donc, puisque vous utilisez du machine learning sans coder, il vous donne aussi un ensemble d'algorithmes qui sont soi-disant les meilleurs du marché, et ça, on va pas non plus l'utiliser, puisque, encore une fois, on a du code prêt à faire tout ça. Et donc, pour ça, Machine Learning Workspace, qui est vraiment important, et là-dedans, vous allez trouver trois grandes parties qui sont vraiment importantes, enfin, il y en a 4. Il y a la partie Experiments, où vous allez pouvoir vraiment voir tous les entraînements de vos modèles, la partie Modèle, où vous allez avoir l'historique des modèles entraînés, tout ce que vous avez réussi à entraîner, et les images, qui sont en fait vraiment les modèles que vous avez décidé de monter en image et de dire ça, je peux l'utiliser, je peux le déployer en production. Alors il y a une partie, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas vu sur le slide, c'est la partie Compute aussi, qui est toute la partie, mais qu'est-ce que j'ai comme hardware à ma disposition pour faire tous ces entraînements et tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est que Machine Learning Services? Ici, voilà. Alors, c'est ceci, simplement, donc c'est du Azure. Hein. Si vous allez créer un service, vous pouvez créer un service qui soit Machine Learning Services. Et vous avez alors ici vos différentes tabs, Experiment, Pipeline, Compute et tout ça. Donc, on va peut-être commencer par le Compute, parce que c'est peut-être le plus facile à comprendre. Donc, il était ici, c'était plus simple. Ok, donc ici vous avez toute la partie Compute. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vraiment définir quelle est la puissance que vous êtes prêt à mettre et à payer à certains moments pour faire l'entraînement de vos modèles. Donc vous voyez ici que j'ai un nombre minimal de nœuds de 0. Donc ça veut dire qu'à certains moments, je lui autorise à redescendre à 0,2. Donc quand il ne fait pas de training et tout ça, il est redescendu à 0,2. Par contre, quand il est en train de faire du training, je lui permets d'aller jusqu'à 4 nœuds. Et c'est lui qui va voir s'il en a besoin, s'il n'en a pas besoin de ces 4 nœuds. Et ici, je peux même lui définir qu'après 300 secondes, eh ben, il peut faire du scale down, c'est-à-dire qu'il peut commencer à redescendre. S'il était monté à 3 nœuds, eh ben, il peut redescendre jusqu'à 0 parce qu'ils ne sont plus en utilité. Donc, on voit que pour l'instant, j'ai pas de nœud parce que j'ai pas de training qui est en cours. Les trainings pendant assez longtemps et se déclenchant pas toujours en synchrone, ce genre de choses, je ne vais pas faire de démonstration là-dessus. Mais si vous faites tourner du training, vous verrez que le nombre de nœuds augmente automatiquement pour voir jusqu'à quelle puissance il a besoin et ce genre de choses. Donc, ça, ce sont vos différents nœuds quand ils sont en exécution, l'ensemble des exécutions. Alors, comme je l'ai dit, on a aussi toutes les expérimentations, donc tous les trainings de ce côté-là. Et donc là, on voit que j'ai un set de training. Et donc là, je vais pouvoir voir ici, j'ai fait tourner 5 fois le training sur mon modèle ici. Et donc, on voit que tous ont réussi. Hein, j'ai effacé tous ceux qui avaient raté. On voit que c'était fait le 4 mars, le 21 septembre. Donc, j'ai tout un historique là-dessus. Je peux aussi aller cliquer et encore avoir plus de détails. Alors, comme ici, c'était du samples, j'ai pas d'output et ce genre de choses. Mais vous pourriez tout à fait avoir l'ensemble des choses qui ont été outputées par votre modèle. Donc, vous pouvez vraiment retrouver sur l'historique d'entraînement et sur l'évaluation du modèle. Des deux côtés. Alors après, donc, tout ça nous génère un certain nombre de modèles. Ces modèles sont stockés ici. Si on clique ici, voilà. Donc on voit ici que j'ai tous mes modèles, ce sont des PKL. Ils sont juste à ce moment-là le modèle en lui-même. Si vous appuyez sur Create Image, vous en sélectionnez un, vous faites une image, et bien vous arrivez alors ici.
je crois que j'en ai pas des images aujourd'hui qui sont créées là-dessus, mais vous arrivez vraiment à avoir quelque chose qui soit déployable sur Kubernetes ou sur les équivalents de Kubernetes pour tout ce qui est QA et tout ça. Donc vous arrivez vraiment à avoir un package qui soit prêt à être déployé. Alors tout ça, c'est vraiment super. Le flux, normalement, donc c'est entraînement sur les ensembles des compute nodes. Vous allez ensuite enregistrer les modèles qui sont les résultats de vos entraînements. Création d'une image, ensuite. Hein, donc, comme je l'ai dit, c'est quoi l'image? Ben, ça comprend non seulement le modèle, mais ça aussi comprend tout ce qui est environnement, hein, de savoir comment on se connecte à quoi et ce genre de choses. Donc, tout ça, c'est important aussi. Ce n'est pas inclus directement dans le modèle. Et vous avez le script d'évaluation également, qui rend en continu. Et puis, finalement, vous déployez l'image. Donc ça, c'est vraiment l'idée de base de ce que vous pouvez faire avec Azure Machine Learning Workspace. Voilà, donc ça, je vais montrer. C'est au cas où ça ne marche pas. Alors, il faut savoir que, bien entendu, tout ça est connecté avec différentes choses. Hein. Vous avez accès au Azure Storage pour pouvoir stocker vos images, vos ensemble de choses. Azure Container Registry pour vos images. Vous pouvez vous connecter à Insight pour avoir l'ensemble des logs. Et vous avez bien sûr pour tout ce qui est sécurité Azure Key Vault. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de mettre tous vos mots de passe et tous vos credentials directement dans le code. Donc, best practice, utilisons Azure Key Vault pour ce genre de choses. Quels sont les gros avantages d'utiliser toute cette partie Azure Machine Learning Workspace? C'est que c'est d'abord un abstraction layer. Ça veut dire que c'est quelque chose qui vraiment vous distancie et vous permet d'agir d'une certaine façon sans être bloqué vis-à-vis de ça. Il y a toute la partie aussi Scalability Management. Donc, comme on l'a vu, il y a tout le hardware provisionnement, donc tout le provisionnement d'hardware. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Ça vous permet vraiment de gérer et de pouvoir diminuer votre charge de travail, de ne pas payer quand vous n'utilisez pas, parce que c'est ça qui est important dans le provisionnement hardware, c'est que quand vous n'utilisez pas la puissance de calcul, ben, vous ne la payez pas, vous la payez que quand vous l'utilisez. Un point qui est aussi essentiel, et ça c'est quelque chose que beaucoup de personnes manquent, en fait, c'est tout ce qui est le versionnement du modèle. Comme je l'ai dit, déjà au niveau data, on n'est pas très fort en source control et tout ça. Hein. Il y en a toujours qui déploient des DB qui ne sont pas sur source control, ce genre de choses. C'est encore pire pour les data scientists. Et franchement, le modèle, c'est toujours important. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui revient et qui fait « les chiffres du mois passé, ils ne sont pas bons. Il faudrait vérifier les modèles qu'on avait utilisés. » Et là, tout le monde fait « on a entraîné le modèle 40 fois depuis, je suis incapable, on a fait du changement de code et tout ça. On est incapable de comprendre pourquoi le modèle n'était pas bon à cette période-là. » Et donc là, le modèle versioning management, c'est vraiment un atout supplémentaire. Et le dernier gros point, c'est qu'il y a la disponibilité d'un SDK. Alors, on va voir tout de suite pourquoi c'est important qu'il y ait ce SDK, parce qu'il y a quand même quelques points faibles à ce que je viens de montrer. La gestion du workspace, alors ça je devrais vérifier, c'était pas possible au moment où j'ai écrit la session, mais ça fait quand même quelques mois. C'était pas possible, donc de scripter la configuration du workspace. Qu'est-ce que c'est la configuration du workspace? C'est savoir combien de nœuds maximum vous voulez ou ce genre de choses. Je crois qu'ils sont en train de travailler dessus, donc je sais pas si c'est fait, j'ai pas eu le temps de vérifier. Mais ça c'est quelque chose en tout cas qu'ils vont faire dans les prochains mois si c'est pas encore fait. Vous n'avez pas la possibilité de gérer la partie data non plus, donc hein, il ne faut pas croire, ça ne fait pas tout entièrement. Azure Machine Learning Workspace, ça fait toute une partie, mais pas tout. Alors, vous avez aussi tout ce qui est mise en place de gates pour le déploiement. Ce n'est pas possible de gérer ça à partir de Machine Learning Workspace. Qu'est-ce que c'est des gates? C'est-à-dire que généralement, tout le monde est d'accord que vous fassiez un ensemble de choses automatiquement, jusqu'au moment où il faut vraiment déployer en prod, où là, il faut généralement qu'il y ait un big chief, quelqu'un, un petit boss, un petit lieutenant, qui dise « oui, on peut déployer en prod ». Et donc, ça, c'est pas du tout gérable à partir de Machine Learning Service ou Workspace, donc ça, c'est pas possible. Un autre point où c'est pas encore à niveau, c'est l'enchaînement des actions. C'est-à-dire après le training, si le scoring est bon, je crée l'image, tout ça. Ça commence à venir, mais c'est pas encore entièrement là. Et surtout, il y a un ensemble de triggers qu'il va falloir gérer. Donc les triggers, c'est quoi? C'est quand est-ce qu'il faut rebuilder le code? C'est quand est-ce qu'il faut faire un retraining et ce genre de choses. Ça, c'est pas encore intégré non plus à Machine Learning Workspace. Ça veut pas dire que c'est la fin du monde. Parce que, comme je l'ai dit, il y a le SDK. Et le SDK va nous permettre justement de faire toute cette orchestration qui est mise en cause ici. Mais il va falloir le gérer à l'extérieur.
Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Donc, ce n'est pas natif directement dans Machine Learning Workspace, mais il y a moyen avec le SDK de le faire. Et la bonne façon de faire, c'est d'utiliser Azure DevOps. Parce que Azure DevOps, si je reviens sur l'ensemble de choses qu'on peut reprocher aujourd'hui à cette partie Workspace, la mise en place de gates, eh ben, c'est natif au niveau de Azure DevOps. L'enchaînement des actions, c'est exactement ce que fait Azure DevOps. Hein. Donc, vous avez votre pipeline où il fait d'abord le build, puis il fait les tests et tout ça. Ben, c'est exactement la même chose au niveau du MLOps. Les triggers, ben, c'est quelque chose que maîtrise tout à fait Azure DevOps, hein, puisqu'il peut faire des builds en fonction du temps, pas du temps qu'il fait tous les jours, des choses comme ça. Et donc, il peut retraîner votre modèle tous les jours, et ce genre de choses, mais il peut aussi le faire parce qu'il y a du nouveau code ou parce qu'il y a de nouvelles données. Voilà. Donc, tout ce genre de choses est gérable à partir aussi de Azure DevOps. Donc, toutes les limitations-là, on va les tacler avec Azure DevOps et avec le SDK qui est disponible. Ouh, ah, ça, c'est pas prévu. Donc, on va faire hop, comme ça. Donc, si on reprend notre modèle, hein, donc on avait le build du modèle, eh ben, le build du modèle, il y a un événement qui est toujours là, c'est du nouveau code. Donc, quand vous avez du nouveau code, eh ben, directement, il va refaire votre build du modèle. S'il faut rebuilder le modèle, c'est probablement que vous avez changé quelque chose, vous avez changé un ensemble d'approches, vous avez changé de régression linéaire ou ce genre de choses, eh ben, il faut réentraîner le modèle. Le modèle, s'il est réentraîné, il faut également l'évaluer. Et donc, là, il y a toujours une gate de confirmation. Hein, donc, attention, on a un nouveau modèle qui permet de faire 70, 80%. Est-ce qu'on va plus loin? Est-ce qu'on ne va pas plus loin? Il y a aussi le packaging du modèle, où vous avez généralement une gate de confirmation avant de déployer. Donc, le packaging, c'est quoi? C'est justement de faire cette image, ce HTTP endpoint. Et vous avez l'exécution du modèle. Tout ça qui va aller en continu. Donc, il y a un ensemble de gates ici qui sont configurables à partir de la partie Azure DevOps. Alors, les fonctionnalités d'Azure DevOps, comme je l'ai dit, trigger sur commit, gate release, conditions de success failure, donc si ça ne fonctionne pas, eh ben, on arrête. Si ça fonctionne, on peut continuer. Et le SDK pour Machine Learning Workspace Service, il vous permet vraiment d'exécuter du code Python. Donc, vous allez pouvoir faire tous les enchaînements de la partie Azure Machine Learning Workspace qui vous permet de faire le training, l'évaluation, le packaging ou le déploiement. Tout ça, ce sera faisable directement à partir d'Azure DevOps, simplement en appelant les bonnes fonctions de Azure Machine Learning Workspace à travers les différents modèles. Alors, vous avez ici une picture assez détaillée qui vous permet de voir tout ce qu'il y a moyen de faire. Hein. Donc, quel est le modèle, en fait, qui est un modèle assez commun? C'est de dire qu'on commence par la partie centrale, Azure DevOps Build Pipeline, où qu'est-ce que vous allez faire à cet endroit-là? Vous allez vraiment builder votre code. Alors, c'est quelque chose qui n'arrive pas trop souvent, en fait, en machine learning. Une fois que le modèle marche, on ne s'amuse pas à refaire le code, généralement. Hein, donc, il y a peu, généralement, de build de ce côté-là. Donc, c'est une action qui n'apparaîtra pas à chaque fois. Donc, ça, c'est quelque chose qui apparaît généralement la première fois. Après, bon, il peut y avoir des améliorations de code. On peut aussi corriger un ensemble de choses. Donc, ça, c'est pas vraiment la partie qui va être le plus utilisée. La partie qui est plus utilisée va être la partie de droite, la partie qui s'appelle Azure Machine Learning Train Pipeline, et qui, elle, va avoir trois types de triggers différents. Soit de nouvelles données qui arrivent, alors ça peut arriver parce que vous avez les données, par exemple, qui arrivent une fois par mois, ou ce genre de choses. Et donc, quand vous avez toutes ces nouvelles données, eh bien, vous devez réentraîner le modèle parce qu'il est plus peut-être adapté aux données du dernier mois. Ça va peut-être légèrement changé à cause de ça. Et donc, retraîner le modèle. L'évaluer, comme d'habitude, et puis l'enregistrer si l'évaluation est correcte. Alors ça, d'autres triggers, c'est quoi? Parfois, on vous dit qu'il faut réentraîner le modèle tous les jours, ou bien qu'il faudra réentraîner le modèle quand le modèle en production descend, par exemple, en dessous d'un seuil de 90% ou ce genre de choses. Donc ça, ce sont vraiment les trois triggers de ce côté-là. Une fois que vous aurez fait ça avec Azure Machine Learning Training Pipeline, vous pouvez aller directement dans le troisième bloc, qui est Azure Pipeline. Les Azure Pipeline vous permettent quoi? De faire du déploiement. Donc, une fois que vous avez votre modèle, vous pouvez l'enregistrer sur un Azure Container Instance, faire un test du web service. C'est généralement un smoke test qu'on fait à ce moment-là et qu'on voit que ça donne quand même un résultat, qu'il n'y a pas quelque chose qui est venu complètement gripper la machine. Et puis, si ça fonctionne, vous pouvez aller jusque prod. Alors, généralement, là, il y a le trigger supplémentaire qui est l'action du petit lieutenant qui peut dire si on déploie en prod ou pas.
Et donc là, vous enregistrez l'image généralement sur un Kubernetes Services et vous faites de nouveau un test du web service pour vérifier que tout fonctionne. Sinon, vous rollbackez et vous priez que tout fonctionne correctement. Alors, sur Azure Kubernetes Services, la dernière partie, ben, c'est vraiment qui va envoyer les scorings. Ces scorings qui vont faire une évaluation de la performance du modèle et au bout d'un moment, éventuellement, vous refaites votre training. Donc ça, c'est vraiment la picture très détaillée de l'ensemble des choses qu'il faut tout à fait enchaîner si vous voulez automatiser, si vous voulez vraiment faire du MLOps. Alors, voilà, ça c'est vraiment la partie comment faire un trigger avec du nouveau code. La sortie de ça, c'est les conditions préliminaires qui sont vérifiées. Qu'est-ce que c'est les conditions préliminaires? Ben, c'est que vous allez faire un test de data sanity, vous allez vérifier vos unit tests également dans votre code. Si c'est en Python, ben, vous avez un ensemble de code, que ce soit au niveau d'aller chercher les données ou ce genre de choses. Donc, il est possible à ce moment-là de faire du unit test. Et surtout, vous avez toute la partie workspace qui doit être créée. Donc, ça, c'est vraiment la création en amont de ce machine learning workspace. Ça, c'est vraiment la première étape. Donc, comme j'ai expliqué, cette étape-là, vous ne la faites pas à chaque fois qu'il y a un changement, qu'il faut faire un réentraînement ou ce genre de choses. Ça se fait uniquement quand il y a du nouveau code. Et on travaille vraiment avec aussi de l'infrastructure qui est au même niveau que du code. Donc, il faut essayer de scripter un maximum, de scripter tout votre workspace, justement. Finalement, vous avez la deuxième partie. La deuxième partie, le training et packaging. Donc là, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a 3 triggers. Soit c'est tous les jours ou une fois par semaine que vous allez réentraîner votre modèle. Il y a aussi l'option de dire quand le score descend en dessous d'un certain niveau, eh ben, il faut réentraîner le modèle. Et il y a vraiment la partie data-driven aussi. Quand vous voyez qu'il y a des nouvelles données qui arrivent dans votre database ou n'importe quoi, vous pouvez déclencher aussi cette partie-là du pipeline. À la fin, il y a toujours cette histoire de go-no-go, où si le score est moins élevé, donc le score du training que vous avez réalisé est moins élevé que le modèle en production, ben vous pouvez toujours dire, OK, on n'a pas un meilleur modèle, et donc on va rester avec le modèle actuel. Par contre, si le score est meilleur, vous avez quoi en sortie? Vous avez un modèle, et ce modèle il est prêt à être déployé. Donc généralement, vous avez l'image à ce moment-là. La troisième partie, donc toujours la même chose, c'est vous avez votre modèle, après vous le déployez une première fois en QA, vous le déployez probablement sur Azure Container Instance. En sortie, vous aurez quoi? Ben, vous aurez votre endpoint, donc c'est du HTTP généralement, parce que vous allez l'exposer sur du REST ou du SOAP, et vous allez juste lui passer les différents paramètres, et lui va vous donner une réponse en exécution du modèle. Tout ça de manière la plus transversale. Alors, si je vais voir au niveau de mon site, hein, donc ici, je suis sur Azure DevOps, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai une pipeline, comme je l'ai expliqué. Alors, cette pipeline, elle est ici, elle s'appelle Build and Train. Donc, si je l'édite, hop, pourvu que ça marche. On voit que cette pipeline, je l'ai mis directement en fait dans un fichier YAML, et ce fichier YAML est directement dans mon GitHub. Hein, donc ça permet vraiment de gérer même cette partie-là comme du code, donc d'avoir vraiment un versionning même sur votre pipeline. Alors ça ne fait pas grand-chose, hein, ça copie un ensemble de choses, ça fait différentes choses. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici de ce que ça fait exactement. Et donc tout le but là est vraiment de créer votre environnement. C'est plus intéressant au niveau de release. Au niveau de release, vous voyez que vous avez Train and Evaluate Model. Donc ça, c'est la partie, quand on regardait le schéma, c'était toute la partie de droite. Alors, ce Train and Evaluate Model, on peut également l'éditer. OK. Donc ce Train and Evaluate Model, il est vraiment sur cette partie, hop, ici. Là. Donc il y a training, évaluation, enregistrement. Et donc là, vous voyez l'ensemble des tâches qui sont ici. Donc vous avez le run qui font appel à tout à fait ce que j'avais expliqué tout à l'heure. Voilà, tout ça, vous allez l'avoir ici. Vous avez un fichier run train pipeline en Python qui est disponible et qui va faire cet entraînement et tout ça. Et vous avez un contrôle complet vis-à-vis également de tout ce qui est Azure Machine Learning Studio. Finalement, ici, sinon je vais sourire, c'est un peu mieux. Vous avez toute la partie QA. Alors cette partie QA, vous avez ici, OK, release 1,
Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ouais. Hop. Donc sur toute la partie QA, vous avez la même chose. Vous avez une pipeline qui est définie, qui va vous permettre d'enchaîner les différentes actions. Et ces différentes actions vont Azure ML Model Deploy, par exemple, ici, et qui vont vous permettre d'aller vraiment déployer. Alors ici, ça ne fonctionne pas parce que je n'ai pas mis... si, il l'a trouvé. Alors probablement que ça n'a pas fonctionné parce que je n'ai pas créé le Azure Container Instance, parce que je n'avais pas envie de payer pour. Voilà, probablement. Alors on voit les triggers, c'est quoi? Ben, c'est toujours le CI build, mais vous avez aussi, quand il y a un nouveau modèle, hop, c'est un trigger supplémentaire. Donc tout ça est géré à partir de Azure DevOps et permet vraiment d'enregistrer les différentes, d'enchaîner les différentes actions qui sont réalisées sur votre partie Azure Machine Learning, Workspace et Service. Voilà, alors ici, vous allez me dire, mais c'est vrai que tu allais vachement vite sur toute cette partie. Oui, parce que en fait, tout ça est disponible directement sur la partie MLOps Python. C'est-à-dire que vous ne devez pas réinventer la roue pour ça. Il y a un site GitHub qui est géré par Microsoft où ils ont vraiment un très très bon exemple de MLOps Python et dans lequel vous allez retrouver non seulement les pipelines que je viens de vous montrer, mais également du code qui permet de faire une certaine partie d'abstraction et de pouvoir vraiment séparer toute la partie, je vais dire, plomberie du machine learning et la partie vraiment machine learning. Donc que ce soit vraiment séparé des deux côtés et que vous puissiez avoir tous ces enchaînements. Alors tout ça, c'est vraiment quelque chose d'assez particulier, donc ça prend du temps à regarder, mais c'est vraiment loin d'être difficile à comprendre. Et donc, je ne vais pas montrer ça ici en 10 minutes, ce serait impossible, mais si vous allez trouver le code de MLOps Python, vous allez l'ouvrir et vous allez commencer à regarder, vous allez essayer d'enchaîner l'ensemble des différents steps, vous allez voir comment le code s'agence entre lui et ça va commencer à faire tilt et vous allez vraiment pouvoir déployer exactement ce qu'on a montré, les différentes phases de training, de poussée, d'enregistrer une image et ce genre de choses. Donc tout ça est clairement expliqué dans un tutoriel qui est assez accessible quand même de ce côté-là et qui est très vivant puisqu'il continue à maintenir le site avec les nouvelles améliorations, qu'elles soient au niveau de Azure DevOps ou qu'elles soient au niveau même de Azure Machine Learning Workspace ou même vous pouvez contribuer aussi, le faire remarquer que certaines choses ne sont pas suffisamment séparées au niveau du code, donc du refactoring du code qui a été effectué et donc ils en tiennent compte et ils améliorent continuellement leur solution qui est là, qui est en open source et que vous pouvez facilement recopier chez vous. Voilà. Alors, il nous reste 5 minutes. Il nous reste 5 minutes. S'il y a des questions, je ne sais pas s'il y a des questions. Non, il n'y a pas de questions. Okay. Il y a peut-être une remarque de Paul au tout début sur le déploiement d'images. Attends. Je vais essayer de voir la question aussi. C'est ça dans les commentaires. À droite. Ouais. Alors. Donc le déploiement d'images dans Azure Web App marche bien. C'est une bonne alternative, il trouve Paul. Voilà, donc oui, c'est vrai que Azure Web App, c'est une solution aussi, j'y avais jamais pensé. Pas de souci avec ça, c'est vrai. Donc en effet, c'est une très bonne solution, c'est moins cher. Maintenant, il y a quand même des avantages aussi à utiliser Kubernetes au niveau, si vous voulez faire du scalable et tout ça, c'est probablement un peu plus facile que dans Azure Web App. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Questions. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas. Si vous avez des questions sur le site que j'ai montré, donc le MLOps Python, qui est vraiment la solution générique, n'hésitez pas à les poser directement sur le compte de Microsoft. Ils essaient de répondre. Ils sont assez sympas dans l'équipe. Ils tiennent compte de vos remarques et tout ça. Voilà. Si vous avez des questions plus sur la présentation, plus sur autre chose, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter soit par Twitter, mais là j'ai exactement 140 caractères pour répondre et c'est généralement compliqué, ou où il y a toute la partie également, vous pouvez m'envoyer un mail et tout ça, mes coordonnées sont facilement disponibles, c'est cedric@gmail.com, donc n'hésitez pas. Alors sur le prix de Azure ML Service, c'est pas très cher.
Donc, Azure ML Service, c'est pas très cher parce que vous payez, la plus grosse partie, ce que vous payez, c'est vraiment la partie hardware, et vous ne le payez que quand vous l'utilisez. Alors maintenant, si vous avez un modèle qui va prendre 30 jours à s'entraîner et qui demande du GPU et tout ça, là, ça va commencer à coûter un peu plus cher. Mais franchement, pour un modèle normal, avec des 10 minutes d'entraînement et tout ça, on compte en centimes. On compte en centimes. Donc, c'est pas trop cher. Et Azure DevOps, il y a plein de formules, c'est vraiment compliqué de savoir. Bien sûr, voilà. Si vous prenez des GPU, là, ça commence à monter plus cher. Et... ouais, bon, c'est une question du hardware que vous avez besoin. Mais ce qui est bien, c'est que l'alternative à ça, c'est généralement d'acheter le hardware vous-même. Et le hardware qui va prendre la poussière 90% du temps. J'ai un de mes collègues qui dit toujours que tout cycle CPU qui n'est pas consommé est un cycle CPU perdu à jamais. Donc, c'est un peu la même histoire là. Oui, le container, ouais. Mais là, j'estime moi généralement que quand il y a deux choses qu'on peut sauver. On peut soit sauver la partie, donc il y a un commentaire de Paul qui dit faites quand même attention au container registry pour sauvegarder les images, mais vous avez la sauvegarde du modèle. À partir du moment où vous avez le modèle et le code, s'il faut vraiment remonter une image d'il y a 3 ans, hein, pour une raison ou pour une autre, vous pouvez le faire. Donc, je ne suis pas sûr que vous devez avoir le même cycle de vie sur les images que sur les modèles, que ça, vous ne pouvez pas perdre. Les images, si vous les perdez, c'est un petit peu moins grave. Il y a toujours moyen de la recomposer à partir des autres éléments. C'est jamais qu'une image, entre guillemets. Donc, peut-être là aussi, ne pas garder pendant 5 ans vos images. Maintenant, si vous avez des grosses images ou si vous en avez une toutes les 3 minutes, c'est vrai que ça peut également jouer. Et si vous entraînez toutes les 3 minutes et que vous avez un nouveau modèle toutes les 3 minutes, je crois qu'il y a un autre problème. Voilà, ben n'hésitez pas. Je ne suis pas sûr que je vais rester jusqu'à la fin de la journée parce que j'ai énormément de choses. Mais donc, si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, bah, on va s'arrêter là. Merci à tous. Hein. Merci surtout à Cédric pour cette super présentation. Merci à tous les participants. Pensez à évaluer la session sur le channel Data pour pouvoir aussi participer au tirage au sort. Si vous avez des questions, donc vous pouvez les mettre même sur aussi le channel Café aussi. Et puis, je vous donne rendez-vous pour la session suivante. On va parler de Jupyter Notebooks et Azure Data Studio pour les DBA. Et si vous posez une question sur ce que ça veut dire Jupyter, parce qu'il le fait généralement, vous pouvez lui faire « Ah, mais ça veut dire Julia, Python and R ». Voilà, c'est ça la réponse. Donc, voilà, petit truc et astuce. Merci Cédric. Bonne journée à tous. Merci à tous, au revoir, à bientôt.